Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, eh bien, je le dis à chaque fois, mais c'est toujours un tout petit peu plus vrai, une vidéo exceptionnelle, puisqu'aujourd'hui on va parler de Aquaman des New 52, mais la partie Geoff Jones, et je ne suis pas tout seul, puisque je suis avec Oz Comics. Comment ça va? Bah écoute, nickel et toi, et salut à tout le monde. Un plaisir d'être chez toi. Ça va pas mal du tout. Et donc, on est obligé de faire un petit historique et puis de prévenir un peu les gens de comment ça va se passer pour regarder ces vidéos. Toi, tu chauffes tout le monde avec Aquaman depuis des semaines. Donc au bout d'un moment, moi je suis quelqu'un de faible, tu vois. Le mec il me fait envie pour lire du Aquaman, j'y allais. Je vais me relire le run d'Aquaman sur les New 52 et puis je vais enchaîner avec Rebirth. Et une fois que le run Aquaman était terminé, bon, on a commencé à pas mal en discuter et on a évoqué l'idée de faire une review sur la partie New 52 qui soit en deux parties. C'est-à-dire qu'il y a la première partie qui est aujourd'hui sur ma chaîne et qui est consacrée à la partie Geoff Jones. Et ensuite, il va y avoir la deuxième partie qui sera sur ta chaîne où je serai avec toi pour la partie Jeff Parker. Et sans trahir un grand secret, un petit peu plus tard, il y aura une troisième partie où tu seras tout seul pour la fin du run des New 52, où là c'est complètement inédit en VF, donc ça, Ouais. tu te doutes bien que c'est pas moi qui vais le lire. Et au moins, eh ben, alors déjà vous avez un crossover incroyable entre Oz Comics et la rubrique de G, et ça va vous permettre d'avoir un bel avis complet, détaillé, et ben, sur tout ce run. C'est plutôt cool. Exactement, parfaitement résumé. Ouais, il y a 2 ans de boulot pour un résumé comme ça. Il fait chaud, j'en ai transpiré pour un résumé de cette manière-là. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est comme ça. Il faut rentrer dans le vif du sujet. Le seul truc en fait que je voulais dire, c'est il y a eu 2 éditions en fait du côté de chez Urban. Il y a quelques années étaient sortis les tomes simples qui sont là en fait sur ma bibliothèque, et il y a quelques temps il y a eu une réédition avec des intégrales. Si vous voulez vous procurer le run des New 52 pour Aquaman, vous avez simplement 2 intégrales à vous acheter, la 1 et la 2, et vous avez tout ce qui était déjà sorti en VF. Plus l'event, le crossover, l'event qui s'est passé en fait dans Justice League. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, Geoff Jones est le scénariste d'Aquaman, mais il est également le scénariste de la Justice League. Et donc, à un moment donné, il va y avoir un event absolument dantesque dont on va parler dans cette émission, et c'est entre Aquaman et Justice League. Donc, si vous avez les intégrales, il n'y a aucun problème, tout est dedans. Si vous avez les intégrales Justice League, eh ben, la partie Aquaman est aussi dedans. En revanche, si vous vous tournez vers les tomes simples, vous devez vous prendre le tome 1, le tome 2, ensuite basculer sur le tome 3 en simple de la Justice League qui s'appelle Le Trône d'Atlantide, et ensuite vous pouvez continuer le tome 3 d'Aquaman, le tome 4 d'Aquaman et le tome 5 d'Aquaman. Voilà. Si vous n'avez pas ce tome-là, vous loupez en fait la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Donc ce serait quand même dommage. Donc c'est pour Bah, ça qu'on le, voulait le dire. le tome 3 de Justice League contient les épisodes 14, 15 et 16 de la série Aquaman. Donc en très gros, si vous passez du tome 2 au tome 3 Aquaman dans la collection de base, vous bouffez les 3 épisodes. Là, vous ne les avez pas, et ce sont 3 épisodes qui plus est, sont majeurs. Parce qu'ils viennent conclure un arc. Donc clairement, il manque la moitié du jeu, quoi. Un putain d'arc. Oui, oui. L'arc principal, en fait, on peut le dire. Ouais, enfin vraiment le truc Le de gros ouf. morceau. Ouais. Ce qui a inspiré le film, enfin, la totale, quoi. Est-ce qu'on commencerait pas par le tome 1? Parce qu'on va fonctionner un petit peu de cette manière-là, du coup. Ouais, ça me paraît plus simple. Est-ce que tu veux nous le présenter? Je te passe la parole tout de suite, et puis après, on échange, on rebondit. Bah écoute, ouais, on va faire comme ça. Vas-y. Geoff Jones en 2011, après Flashpoint, qui prend en main le personnage d'Aquaman pour les New 52, en compagnie du dessinateur brésilien Ivan Reis. Et l'idée, c'est... alors d'aucuns diraient ce serait de réhabiliter le personnage, qui a longtemps été considéré comme désuet par une grande partie du public. Mais moi, je dirais pas que c'est de la réhabilitation, je dirais plutôt que c'est de la mise en avant du personnage. Pour moi, la réhabilitation elle a déjà été opérée dans les années 90 par Peter David, qui en avait déjà fait un personnage badass et très très loin du ridicule Aquaman qui est sur son hippocampe dans les années 60 avec le dessin animé Super Friends. Et donc pour moi, la réhabilitation avait déjà été opérée. Par contre, clairement, ce qu'a fait Geoff Jones dans cette première partie de l'ère New 52, c'est de le mettre en avant. Vraiment, pour le coup, il en a fait un personnage central
de toute la première partie de New 52, et c'est pour cette raison qu'on va avoir besoin de lire ça pour mieux comprendre sa progression et son évolution. Un titre Justice League, ce qui n'est pas rien. Donc l'idée, c'est, dans un premier temps, avec ce premier tome, ça va être non pas de développer tout un univers, tout un lore qui risquerait d'être trop, trop envahissant pour un début d'histoire. On va plutôt présenter Aquaman dans son plus simple appareil, j'ai envie de dire, avec Mera, donc Arthur et Mera, qui vivent à Amnesty Bay dans le phare du défunt père d'Arthur. Une claque visuellement tout au long de la série, de toute manière, c'est magnifique. Hein. Et donc, on retrouve Arthur et Mera qui vivent à Amnesty Bay, reclus, voilà, et Arthur qui a abandonné l'Atlantide, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il a du mal à se faire à sa condition d'Atlante, il se considère davantage comme un humain plutôt que comme d'un Atlante. On rappelle que dans cet univers-là, Arthur est le fils donc d'un gardien de phare, d'un humain, Tom Curry, mais également de la reine Atlante, Akana, ce qui fait qu'il a double condition humaine, condition Atlante. C'est l'origin story de 1959, c'est la deuxième origin story d'Aquaman qui a été créée, et donc Geoff Jones décide de revenir à ses fondamentaux et d'oublier un petit peu ce qui a été fait après par notamment Peter David et R.L. Fleming, où ils avaient complètement modifié l'origine du personnage. Donc on retrouve une origine qui depuis a été canonisée par le film avec Jason Momoa, clairement. Et l'idée, c'est d'établir un discours, on va dire, méta, puisque dans ce récit, Aquaman est considéré comme un personnage ringard et désuet par l'ensemble du public, en fait. Tout comme c'était le cas, j'ai envie de dire, dans les années 60-70, concernant le personnage vis-à-vis des lecteurs. En fait. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce discours méta concernant Aquaman. Et où est-ce que j'en étais ? La ville d'Amnesty Bay se fait attaquer par des créatures marines que vous pouvez voir ici, fortement inspirées de deux types de poissons qu'on trouve d'ailleurs dans la fosse des Mariannes, des créatures qui surgissent de la fosse, d'une fosse dans la dorsale atlantique, je crois, enfin bref, peu importe, et de ce fait qu'ils s'en prennent sauvagement aux humains. Et donc forcément Arthur va être dépêché pour enquêter et pour confronter ces bestioles. Bon, je pense que j'ai résumé le tome 1 sans trop rentrer dans les révélations. Parfait. Et tu vois, pour revenir sur ce que tu disais sur la manière dont Geoff Jones, en fait, il balaye, tu vois, d'un revers de main les préjugés qu'on peut avoir en tant que lecteur sur Aquaman. Il te balaye ça d'un revers de main et avec énormément de classe en montrant un Aquaman qui est lui-même fatigué et saoulé des poncifs qu'on peut dire sur lui, et en fait il est totalement autre chose. Et en quelques épisodes, c'est ça que je trouve formidable, c'est que il l'installe comme ce qu'il est, un mec qui envoie quand même du lourd, extrêmement badass, et avec une origin story, un cadre autour de lui qui est complètement fantastique. Et tu vois, pour rebondir aussi sur ce que tu disais, Ivan Reis, à mon avis, je pense que c'est le dessinateur dont on va peut-être le plus parler là dans cette émission, mais donc il débarque sur ce titre-là et immédiatement il envoie du lourd, mais comme c'est pas permis. C'est vraiment ce que j'aime particulièrement avec l'idée d'un héros comme Aquaman, c'est ce que tu dis très bien dans tes vidéos. J'invite vraiment les gens à aller regarder, évidemment tout ce qui est sur ta chaîne, mais notamment les vidéos sur Aquaman, parce que c'est des points sur lesquels je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce qui est aussi intéressant avec Aquaman, c'est tout ce que tu peux voir des fonds marins. Et donc, tu peux pas te permettre en fait d'avoir un dessinateur qui soit petit, un dessinateur qui soit un peu freluquet. T'es obligé d'avoir un dessinateur faut un mec qui envoie du lourd, qui a envie de dessiner les abysses, des fonds marins, des épaves, des requins, faut avoir quelqu'un qui ait cette appétence pour ce milieu-là. Et Ivan Reis, il envoie du lourd, mais immédiatement. Je vais juste noter l'épisode 6 de ce tome, où le découpage, il est fait par Ivan Reis, mais par contre, c'est Joe Prado qui fait les dessins, qui globalement, en fait, il fait bien la blague. Il y a juste un peu, tu vois, sur les visages, où tu sens qu'il est pas du tout aussi bon et aussi à l'aise. Il y a des visages des fois qui ont des expressions un petit peu bizarres ou des gueules un petit peu tordues, et voilà. Mais franchement, étant donné qu'ils ont tous les deux le même encreur, à ce moment-là, si je dis pas de conneries, ça glisse quand même tout seul.
Et comme d'hab, je sais pas ce que t'en penses, tu vois, mais Geoff Jones, pour en quelques épisodes t'installer un univers, un personnage et te donner envie d'en découvrir un peu plus, bah une fois de plus, il fait le taf, quoi. Et complètement. Puis comme je disais, cet univers il vient progressivement. D'entrée de jeu, on ne bassine pas avec l'Atlantide, avec les générations des rois Atlantes qui ont succédé, enfin qui ont précédé Arthur, tout ça. T'as pas tout de suite ce lore un peu invasif que tu peux avoir dans certaines lectures Aquaman. Tu l'as pas d'entrée de jeu. On est plutôt sur une origine, enfin sur un début d'histoire très simple. D'aucuns même diraient simpliste. Qui rappellerait presque des films d'horreur des années 80. Quoi. Il y a vraiment ce côté un petit peu fantastique, Ouais, c'est vrai. horrifique ou survival, où tu as des bestioles qui sortent de l'océan pour bouffer des humains. Quoi. Et c'est ultra simple, mais c'est diablement efficace. Et pour moi, c'est ce qu'il faut pour tome 1. Quoi. Tu commences avec un truc qui est énergique, qui est vachement dynamique. Et voilà, bam. Je montre quelques visuels. Les fameuses créatures de la fosse, les Trench. D'ailleurs, c'est le nom de l'arc, du premier arc, The Trench, donc la fosse. Et effectivement, Ivan Reis, c'est absolument magnifique. Aussi bien les paysages terrestres que les paysages marins. C'est Sur coloré. chaque page, il Ça y a que des j'adore. poses iconiques. Ouais. Et c'est coloré, c'est lumineux, quoi. Alors que bon, c'est quand même un personnage qui est essentiellement sous la flotte. Ça n'empêche pas de nous bombarder de couleurs, de rendre le tout vachement vivant. Et c'est ça que j'adore. Et je pense honnêtement qu'Ivan Reis est le meilleur dessinateur sur Aquaman que j'ai pu voir à ce jour. Parce que lui, franchement, il y va plein pot et il n'hésite pas, quoi. Et alors là, par contre, c'est pas. Ah si, c'est Ivan Reis, d'accord. Bon, bah, j'ai rien dit. Tu vois, là, par exemple, ce dessin-là, moi, il m'évoque énormément de choses, quoi. C'est le personnage qui regarde l'océan, qui s'étend à perte de vue devant lui, et tu sais que sous cet océan, il y a des royaumes, tu sais qu'il y a un monde Ouais. vivant, immense sous cet océan, mais tu ne vois rien. Toi, tu es cantonné à ta position d'humain, tu vois juste le reflet le reflet du soleil sur la mer, et c'est juste sublime, c'est poétique. Et tout ce que j'aime dans le personnage, dans l'univers d'Aquaman, se résume à cette page, quoi, clairement. C'est-à-dire que toute la magie est là en dessous, tout le secret, c'est incroyable. C'est l'aventure. C'est l'aventure au bout de l'horizon, quoi. C'est comme les marins quand ils sont C'est au ça. port et qu'ils regardent au loin, tu te dis putain, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben là, c'est qu'est-ce qu'il y a au fond. Et ouais, la promesse, elle est tenue parce qu'au petit à petit, on va quand même aller découvrir de plus en plus de trucs en dessous, quoi. Exactement. Et ouais, c'est vraiment top. Je sais pas si j'avais envie de. Ouais, si je voulais juste, enfin, tu vois les animaux, enfin les bêtes de la fosse, les fishermen, c'est ça? Alors non, là c'est les trench. Ça s'appelle les Les trench, ça trench. s'appelle la fosse. Ouais. Je suis pas bon sur les noms, hein, je vous le dis. Hein. Bah, les fishermen, ça a été inventé pour le ciné. C'est des hommes poissons que tu as dans le ciné, t'as dans le Ah film. oui. Ouais. Ok. Et le truc que j'ai trouvé, tu vois, assez sympa, c'est que dans le film Aquaman, la ressemblance entre le comics et le cinéma, Oui. elle est complètement là. Quoi. C'est exactement les mêmes bestioles et ça fait super plaisir au cinéma de voir justement le design d'un personnage ou d'un monstre qui est vraiment bien respecté et de le voir s'animer et tout. Enfin, c'est en même temps, c'est vrai que quand tu lis ces premiers épisodes, il n'y a plus qu'à adapter quoi. Franchement. Ouais, non, mais clairement. Et ces bestioles, moi, je les trouve vachement crédibles, en fait. Typiquement, c'est le genre de truc qui pourrait exister en vrai, parce que déjà, d'une, tous les fonds océaniques n'ont pas été complètement, enfin, n'ont pas révélé complètement leurs secrets. Donc, c'est ça aussi qui est cool dans une histoire Aquaman, c'est que ça reste limité. En fait, c'est pour ça, tu vois, que je préfère largement des histoires qui se passeraient, des histoires fantastiques qui se dérouleraient sous l'océan, que des histoires fantastiques qui se dérouleraient dans l'espace. Parce qu'en fait, et après, je comprends qu'on puisse aimer les deux, hein, mais en fait, moi, ce qui me dérange avec les histoires spatiales, c'est que c'est la porte ouverte à tout, parce que ça n'a pas de fin, c'est infini. Mais en fait, l'océan, ça reste sur Terre, donc concrètement, tu as une fin. Tu peux pas te permettre tout et n'importe quoi, mais tu as quand même une part pour le mystère, pour le légendaire, pour le secret. Quoi. Et en fait, quand je vois ces créatures de la fosse, c'est typiquement le genre de truc qui pourrait exister et dont on n'aurait encore jamais relevé la présence. Quoi. Quand tu vois déjà au niveau de leur design, c'est un mélange, comme j'expliquais, de deux créatures qui existent réellement, les poissons pêcheurs, là, les fameux poissons avec leurs petites lanternes, tu vois clairement que ça a la même gueule. Et les barrelets, sont des poissons qui ont une peau translucide et dont tu peux voir à travers la boîte crânienne. Et là, comme tu peux le constater ici, tu vois à travers la boîte crânienne de ces bestioles. Donc il y a vraiment une inspiration très très bien trouvée de la part de Geoff Jones et d'Ivan Reis concernant le design des bestioles. C'est très très bien pensé. Quoi. Ça les rend cohérentes en fait, ça les rend crédibles en fait. Tout à fait. Et du coup, ça permet aussi une immersion
là aussi, ça aide à l'immersion du lecteur, quoi. Immersion, Aquaman. On est bon. On la garde. Allez, on la garde. Et ça, c'est la grande force de Geoff Jones, c'est que en l'espace de 2-3 pages, il te remet le personnage dans les mains. Au cas où, tu vois, tu connaisses pas vraiment le personnage, tout de suite, à travers une petite situation du quotidien, un Aquaman qui va aider des flics à arrêter des braqueurs, donc un truc extrêmement classique, mais au moins tu comprends que le personnage, non seulement il est cheaté sous l'eau, mais en plus de ça, qu'il est extrêmement puissant même sur Terre. Et ça, c'était cool de le rappeler d'entrée de jeu, voilà, avec des références à Superman, le fait voilà, que sa peau fasse ricocher les balles, donc il y a pas mal de références à Superman. On te rappelle quand même que c'est pas un guignol, quoi. Et ça, c'était nécessaire de le faire dès le départ, dans son travail de mise en avant du personnage. Ah si, il y a un autre truc que j'ai beaucoup apprécié dans ces premiers épisodes, parce qu'on sait qu'après Flashpoint, ça se veut être une porte d'entrée pour les nouveaux lecteurs. Et le truc qui est vraiment intéressant, c'est que à la fois, effectivement, c'est idéal pour accueillir un nouveau lecteur, et en même temps, putain, c'est là où, tu vois, moi, le mec, je l'adore, c'est qu'en même temps, Geoff Jones, il réussit à t'expliquer que le mec, il a déjà un vécu, il a déjà un passé, il est déjà avec Mera, tu comprends qu'il a déjà rencontré son frère, qu'il a refusé le trône, enfin, tu vois, tu l'as pas encore vu tout ça, mais tu sais déjà que le mec, il y a une vie derrière, tu vois, il vient pas simplement d'arriver. Et je trouve que c'est très malin de savoir jouer sur ces deux tableaux, de savoir à la fois accueillir le nouveau lecteur et à la fois lui expliquer que le héros qu'on est en train de suivre, c'est pas un bébé qui vient tout juste de naître. Non, il a déjà un vécu. Il n'est pas encore fini, il n'est pas encore formé, il n'est pas encore le roi de l'Atlantide, mais il a déjà un passif. Et nécessairement, tu vois, je sais que moi, dès les premières pages, dès que tu commences à me dire ça, tu comprends que le mec, il est en train de te présenter des choses qui va développer après. Et j'aime beaucoup cette idée-là. C'est-à-dire qu'il te cueille aussi là-dessus, en te donnant envie d'en savoir plus sur le personnage. Alors que finalement, t'es un nouveau lecteur. Si vous êtes un nouveau lecteur, que vous avez envie de lire du Aquaman, c'est l'idéal. Vous pouvez pas mieux tomber. Enfin, franchement... Mais ça, c'est typique de Geoff Jones parce qu'en fait, si tu veux, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il tend la main. Ouais. Il tend la main pour t'emmener dans son univers, mais son univers qui est, à première vue, quelque chose d'extrêmement basique et de simple et de compréhensible et d'accessible à tout le monde. En réalité, il est beaucoup plus pensé en amont que tu ne pourrais le penser. Il a déjà été travaillé, il sait déjà parfaitement où il va. Et en fait, moi, ça m'avait fait exactement la même chose avec le Hal Jordan Rebirth. C'était Green Lantern Rebirth ou Hal Jordan Rebirth qu'il avait fait en 2007. Avec le retour d'Al Jordan, le retour d'Al Jordan en VF, ouais. qui t'introduit à tout le run qu'il va faire derrière sur les Green Lantern Rebirth. Voilà, et ben c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il te prend par la main. Il y a déjà eu énormément de faits, il y a déjà un univers d'établi. Toi, tu as peur de rentrer dedans parce que tu te dis je vais rien comprendre, mais si, tu vas comprendre parce que c'est Geoff Jones qui pilote. Laisse-le faire, il va faire ça petit à petit et c'est exactement ce qu'il fait dans Aquaman. Petit à petit, via des flashbacks, des retours en arrière, ce genre de choses, ce genre de procédés. Jouant avec les temporalités, il va petit à petit t'aider à rentrer dans le bain tranquillement, quoi, voilà. Ouais. Par contre, il faut un petit peu, parce que les lecteurs, on va dire, peut-être que les anciens lecteurs, ils ont un peu plus l'habitude, mais si tu es vraiment, vraiment un nouveau lecteur, il faut avoir un petit, comment dire, avoir une posture un petit peu de lâcher prise. Il faut accepter qu'il y a des choses que tu ne sauras pas immédiatement, qui va te développer peut-être un peu plus tard. Il faut l'accepter, tu vois, ce délire-là. On est souvent dans des lectures où tu as envie de tout savoir tout de suite maintenant. Non, là, le mec, il a plusieurs tiroirs, mais il faut lui faire confiance et généralement, je connais pas grand monde en fait qui est vraiment déçu par ces histoires, quoi. Vraiment. Moi, je le compare à un jardinier, ce gars-là. Pareil sur Flash. Quand tu lis son Flash avec Wally West, c'est un jardinier dans le sens où le gars, il est sur plusieurs fronts en même temps. D'un côté, il va cueillir les fruits d'un truc qu'il a planté il y a 3 mois. De l'autre, il va arroser quelque chose qu'il vient juste de planter. De l'autre côté, il va planter quelque chose. Il fait tout ça en même temps. Ouais. Et en fait, tout vient à point à qui sait attendre. Mais en te faisant patienter, il termine des intrigues qu'il avait déjà installées bien avant, ce qui fait que tu ne t'ennuies jamais et que c'est super bien rythmé, quoi. Et ça, c'est un des rares à savoir le faire parfaitement, quoi. Tout en restant accessible. Et c'est une différence qui sera notable, notamment avec Jeff Parker. Le fait de savoir planter des trucs, de travailler sur du court, du moyen et du long terme. Geoff Jones le fait superbement bien dans toutes ses histoires. Alors, des fois, peut-être un peu moins, tu vois. Je dis pas qu'il fait tout le temps ça parfaitement bien,
parce que voilà, sinon je suis en train de le déifier le garçon. Donc il y a des fois, c'est peut-être un petit peu moins bien, mais grosso modo, sur ses runs marquants, il fonctionne comme ça, alors qu'un Jeff Parker, le dernier qui a vu planter une graine, c'était en 75. C'est catastrophique. Et catastrophique. il a laissé pourrir le fruit sur l'arbre. Ah ouais, il a oublié d'arroser. Il s'est pas levé pour aller récolter, ça a pourri. Un merdier, je te raconte pas. On va pouvoir passer au tome 2. Ouais. Tome 2 qui est là. Je sais pas si je le prends. Je sais pas si, voilà. De toute façon, normalement, je vais mettre des images. Je sais pas si vous verrez beaucoup nos gueules. Hein. Normalement, ouais, si. Parce qu'avec la connexion pixelisée, je monte des images, mais c'est comme si finalement vous n'y voyez rien. J'imagine que là, vous allez rien voir. Disons que moi, ça va me servir pour savoir ce que tu veux montrer. Essayer, t'en montres trop, hein, d'ailleurs. Hein, Ouais, tu me donnes du boulot. Je vais essayer d'en placer un maximum, tu vois. Mais sur le tome 2, hop là, j'ai failli le faire tomber. Ça m'aurait vraiment embêté de le sacrifier en vidéo. Sur le tome 2, j'ai beaucoup aimé en fait aussi le délire. C'est-à-dire que là, dans les 6 premiers épisodes, il vient de t'installer quelque chose. Et là où je le trouve très intéressant, c'est qu'il va opérer il va développer le personnage un petit peu plus d'Arthur Curry en nous parlant un peu de son passé et notamment de la relation qu'il a avec Black Manta, du fait qu'il a tué le papa de Black Manta. Chose que j'adore. Si on veut s'arrêter 2 minutes là-dessus, j'adore l'idée que ce héros ait tué un père, entre guillemets. Oh, ça le différencie des habituels héros qui n'ont rien à se reprocher, et surtout qu'il le fait dans un excès de rage, quoi. C'est-à-dire que c'est un jeune, et c'est pas la première fois qu'il tue cet Arthur Curry. Après, il faut peut-être pas trop non plus abuser avec ça, parce que sinon ça va être un meurtrier bon à être enfermé. Mais quand tu regardes bien le run New 52, c'est pas la première fois qu'il tue. Puisqu'on nous explique via un flashback qu'il a déjà tué quand il était gamin, sans s'en rendre compte. Il a tué un de ses camarades de classe. Mais pareil, il se rendait pas compte de sa force. Alors, je sais pas s'il le tue ou s'il l'envoie à l'hôpital. Il l'envoie à l'hôpital, il le tue pas. D'accord, ouais, dans mais sale, il l'avait. Mais sale, ouais. Mais parce qu'il maîtrise pas sa force, parce qu'il y a toute cette allégorie avec le fait que c'est un adolescent qui connaît pas encore, qui maîtrise pas complètement son corps, parce que voilà, donc il y a tout ce délire là. Mais c'est vrai que tu vois qu'il est pas à l'aise parce que forcément il est condamné à vivre sur Terre avec son père. Il n'est pas dans son milieu naturel et de ce fait, il maîtrise pas sa force de la même manière. Donc il se découvre une force décuplée qu'il n'arrive pas à gérer, quoi. Et là, dans un excès de rage, après avoir tenu responsable. Alors, est-ce qu'on spoil ou est-ce qu'on spoil pas? Comment on fonctionne d'ailleurs pour cette série de vidéos? Je te Parce dirais. L'idée, c'est de donner envie aux gens de lire, mais d'un autre côté, c'est sorti en 2012. Quoi. Ouais. Disons que, enfin, tu vois, par exemple, j'aurais pas envie de spoiler ce qui est là-dedans, d'expliquer juste un peu ce qui se passe. L'event, on est obligé de le spoiler. Enfin, je trouve, tu vois, après. Ouais. Mais après, dans l'event, il y a des choses qu'on peut ne pas spoiler dans l'event en question. Ah oui, mais je rentrerai pas, tu vois, dans le détail. Mais bon. Ouais. Mais oui, raconter en gros, bien sûr. Il y a des trucs, ouais, c'est quand même compliqué en fait de passer à côté. Par exemple, la relation entre les deux frangins. Je suis obligé d'en parler, quoi, parce que putain, c'est tellement le. Là, ça y est, on est au cœur de la meule, quoi. Et si, pas le goût de passer à côté. Mais là, pour la faire court et sans trop spoiler, on va alterner. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, parce que je les ai dévorés, j'ai lu vite, hein, je te le dis. Hein. On va alterner des périodes de flashback pour nous expliquer ce qu'il a fait tout de suite après la mort de son père. Ouais. Voilà. Pour savoir qu'est-ce qu'il a fait pendant cette période-là, avec qui il a traîné, quels étaient ses alliés, quels étaient ses ennemis, et en même temps, on va continuer à développer de plus en plus l'histoire qui va nous amener gentiment jusqu'à l'event. C'est ça. Et en fait, c'est paradoxal, mais c'est... En fait, moi, ce tome 2, pour moi, c'est le moins bon de toute la saga Geoff Jones. Mais c'est pas dû au récit en lui-même, en fait. C'est dû au fait que on est sur un tome de transition, on est vraiment sur quelque chose qui va préparer l'événement majeur qui va suivre. Et comme je disais, Geoff Jones, c'est un jardinier, et par moment, t'as rien à faire, quoi. Ou alors si, justement, t'as que de la préparation à faire et t'as pas de fruits à récolter, pour reprendre la métaphore. Et là, c'est un petit peu pour ça que ça redescend pour moi sur ce tome 2, c'est qu'on n'est que sur de la préparation. Alors, tu as des choses intéressantes concernant sa relation avec Black Manta, des flashbacks qui vont nous en révéler plus sur son adolescence, avec qui il a traîné, à savoir donc l'autre ligue, The Others en VO.
qui sont Ouais. qui est une association de justiciers slash méta-humains slash super-héros, mais pas officialisés, qui opèrent dans l'ombre et qui sont méconnus vraiment de l'univers d'ici. Je ne les ai jamais trouvés ailleurs, ces personnages-là. Je les ai jamais lus C'est ailleurs. c'est vraiment une invention de Geoff Jones, ça? Ou j'ai Sais même pas pas du vérifié, tu tout vois? si je sais pas du tout s'il a pioché sur des persos déjà existants et peu utilisés ou si vraiment ils ont été créés pour les besoins de l'arc. Mais effectivement, les membres de cette autre ligue, tu les vois jamais ailleurs, quoi. Ouais. Et ouais, donc il y a beaucoup de préparation, beaucoup de retours en arrière, c'est assez long, assez fastidieux par moment. Et tu sens que c'est pour préparer quelque chose, c'est pour ça que je lui pardonne, mais c'est vrai que ça casse un peu le rythme effréné que tu avais déjà dans le premier bouquin, quoi. Ça redescend un petit peu malheureusement sur le tome 2. Mais ça, bah, comme on disait, tu vois, j'aime bien ce que ça raconte du personnage, ses blessures, comment il a fait pour les accepter, Oui, pour les surmonter, comment il a eu son trident de mémoire. Avec ouais, une baston contre Black Manta, généralement, ça fait plaisir. Et on le rappelle, hein, toujours Ivan Reis au dessin. Hein. oui. C'est-à-dire que là, encore une fois de plus, tu peux regarder quasiment à chaque page, t'as de l'iconique. Voilà. Et avec une de mes scènes préférées, Aquaman ever. Pour moi, c'est la scène Les Dents de la Mer. Tu vois pour moi, enfin, moi, je l'appelle comme ça, avec le requin blanc C'est dans qui quel? arrive, je crois, hein, si je te Ah dis pas de oui. bêtises. Alors ce que tu racontes, effectivement, c'est à la toute fin du tome, l'arc, c'est le zéro, c'est l'épisode zéro qui en fait est Ouais, l'origine story, qui arrive un peu tard d'ailleurs, je trouve. C'est ouais, donc j'ai parlé de cette page-là, si jamais c'est un voilà. peu pixelisé. Ouais, c'est vrai qu'elle est juste incroyable, quoi. Oh là là, Je l'attends aussi de mon côté. Mais ça c'est sera sûr, peut-être plus joli que chez moi. parce que ça se termine avec cette splash page avec le requin qui arrive énorme, gigantesque pour attaquer Arthur Curry. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qu'il y a avant. Où tu as une double page comme ça, sans dialogue, où et ben, je trouve que ça te montre aussi cet aspect de la mer. Cet aspect qui peut Ouais, être froid, très sombre. De temps en temps, voilà, avec les épaves et tout, ça peut faire rêver. Et de temps en temps, c'est aussi effrayant. Quand tu te retrouves dans le noir, tout seul, sans lumière, et que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive derrière toi et que c'est un grand requin blanc, oh, alors là, tous ceux qui ont tremblé à un moment donné devant le film Les Dents de la Mer, je peux vous assurer que j'ai ouais. bloqué pendant vraiment longtemps sur cette scène-là. Vraiment, je la trouve incroyable. Et oui, ça c'est ouais, l'issue zéro qui est clairement l'origine story de cet Aquaman, quoi. Ouais. Donc ça c'est, je me rappelais plus, c'est toi qui me l'as rappelé, je me rappelais plus que ça avait été édité en VF. C'est vrai que c'était à la fin du tome 2 justement. Et ça pareil, c'est vraiment important de dire ça parce que ça introduit le personnage de Vulko qui sera également très important pour le reste de l'histoire. Voilà. Et Et qui n'a mine de rien à rien, voir avec le Vulko du film. et tu vois, je me rappelais d'un truc que tu disais dans une de tes vidéos, c'est que généralement, tu disais les histoires d'Aquaman qui se passent sur Terre, c'est pas forcément les meilleures. Et c'est vrai que quand il est avec cette autre ligue, c'est beau, mais C'est ça. c'est pas le top top. C'est pas top et effectivement, une fois de plus, ça se passe à 90% sur Terre. Tout l'arc The Overs, là, ça se passe essentiellement sur Terre et moi, c'est aussi ce qui me fait décrocher un petit peu, quoi. Même si je comprends que ça emboîte le pas à quelque chose de Ouais, beaucoup plus. Mais tu vois, euh, par exemple, quelqu'un qui a jamais encore lu ce run, sur le tome 2, je comprendrais qu'il soit réticent à aller se payer le tome 3. Et là, c'est ouais, erreur fatale, parce qu'en fait, le tome 3, c'est là où ça explose et c'est là où tout prend sens finalement. Et moi, j'ai eu de la chance à l'époque, parce que ça, j'avais lu ça en 2017, j'ai eu de la chance de continuer, parce que c'est vrai que même en 2017, tu vois, le tome 2, j'en avais aucun souvenir. J'ai relu ça pour faire la review il y a un mois, là. Et le tome 2, j'en avais plus aucun souvenir, quoi, parce qu'il m'avait pareil. marqué. Pareil. Mais par contre, il est super important, et c'est pareil, toujours dans le fonctionnement de Geoff Jones, c'est-à-dire qu'il te plante des graines, et à un moment donné, le lecteur, il est récompensé. Et avec l'event qui arrive derrière, et bah, t'es récompensé. Parce qu'il met en place tout un tas de choses, et t'as l'impression que bah, voilà, c'est le moment de la récolte, et tu vas avoir un event solide. Solide. Et l'utilisation de Black Manta aussi. Bah, alors là, par contre, là, ça serait du spoil, mais que j'ai trouvé très très bien foutu. Voilà, c'est pas l'utilisation simple et classique du Black Manta que tu avais dans les années 70 où il est juste là pour faire le salopard. Là, c'est beaucoup mieux trouvé, beaucoup plus subtil, je trouve. Voilà. Et alors, est-ce que tu. Bah, je vais te laisser aller sur le tome 3 de Justice League. Ouais.
Et alors, je me suis amusé en fait à prendre chaque épisode et à regarder à chaque fois, évidemment, qui était le scénariste. C'est tout le temps Ouais. Jeff Jones, sauf sur un épisode où il est en bilan. Et c'est hyper important. Et à chaque fois, je me suis dit, putain, mais qui c'est qui dessine en fait toute cette partie-là et on a l'arrivée de Paul Pelletier. Ouais. Et Ivan Reis, en fait, Ivan Reis, il passe sur les épisodes de Justice League. Paul Pelletier va assurer les épisodes d'Aquaman. Et il y a juste Aquaman 14, où c'est dessiné par Pete Woods et Marlo Alquiza. Voilà, en fait, c'est un duo de dessinateurs que je connais pas du tout, mais entre nous, bon, voilà, ils s'en sortent d'une manière très honorable. Voilà. Pour un épisode. Ça va, tu vois. Et sinon, on va alterner entre de l'Ivan Reis, du Paul Pelletier. Et dans les deux cas, c'est du tout bon. Ouais, avec alors, tu vois, j'aime bien Paul Pelletier, mais Ivan Reis pour moi, il est bien au-delà. Et Paul Pelletier, est-ce que tu avais déjà vu des trucs de Paul Pelletier, toi, avant? Jamais. Et ben, tu vois, là aussi, tu as un pont. Il y a souvent des ponts entre Aquaman et Hulk avec Peter David, tu vois. Et ben là aussi, tu vois, tu as un petit pont, Paul Pelletier. Moi, j'ai lu beaucoup de Paul Pelletier, en fait, sur Hulk. D'accord. Et c'était un excellent dessinateur et beaucoup trop sous-estimé, en fait, de Hulk, vraiment. Et notamment dans la manière dont il dessine Murk. Et ben, tu reconnais vraiment, tu vois, le gros costaud, tu reconnais vraiment en fait, des traits très très similaires avec les Hulk qu'il dessinait à l'époque. Ok. J'ai beaucoup parlé, je te laisse la parole pour nous présenter cet album. Oh non. Alors, tome 3, donc là, comme on expliquait, c'est un tome de la série Justice League. Donc, comme l'a dit Jay en début de vidéo, je le répète, à lire après le tome 1 et 2 d'Aquaman, puisque vous avez les épisodes 14 et 16 d'Aquaman, enfin 14, 15 et 16 d'Aquaman, et les épisodes 13 à 17 de Justice League, si je dis pas de conneries. Alors, par contre, le tome s'ouvre avec un arc de la Justice League qui n'a rien à voir avec le trône d'Atlantide, qui est lié à Mera et à Cheetah de mémoire, qui n'a absolument rien à voir, mais vous pouvez vous en passer, quoi. C'est-à-dire que si vous ne comptez pas vous faire la série Justice League dans son complet, par contre, ce serait une erreur parce que c'est incroyable aussi, c'est génial aussi. Elle est dingue aussi cette série. Mais si jamais voilà, vous n'avez pas le portefeuille et que vous décidez de vous consacrer qu'à Aquaman New 52, il faut passer par le tome 3, vous êtes obligé. Mais par contre, c'est pas grave, vous comprendrez pas l'arc de début et l'arc de fin, mais c'est pas bien grave parce que ça représente 10% de tout le bouquin, quoi. Donc voilà, ça c'est le fameux arc avec Cheetah et Wonder Woman. C'était pas incroyable d'ailleurs. Mais c'est vrai que Geoff Jones sur Wonder Woman, c'est compliqué aussi. Le début, tout le début de Geoff Jones en fait sur la Justice League, c'est une longue montée en puissance. Ouais. Et à la fin, c'est l'apothéose. C'est la grosse branlée, quoi. Vraiment. La fin est incroyable. Mais c'est pareil, je l'ai lu qu'une fois. Je dis ça parce que je me souviens de l'émotion et tout que ça a suscité en moi. Mais par contre, te raconter l'histoire maintenant, alors que j'ai lu ça il y a peut-être 4 ans. Oui, c'est pareil. Hein. Moi, Darkseid War, tous ces trucs-là, tout ce qui se passe avant Darkseid War, à un moment, ils vont au paradis avec le Deadman. Enfin, tu vois, c'est des souvenirs très lointains. Et, je me rappelle même pas. mais je me souviens que ça m'avait plu. À part Darkseid War, ça m'avait plu, mais pas autant que ça me plairait maintenant, j'imagine, parce que j'avais pas les tenants et aboutissants à l'époque. 2017, je commençais mes lectures. Et quand tu as l'Anti-Monitor, quand tu as Darkseid, quand tu as tous ces personnages-là qui arrivent sur une double page, tu passes à côté de trucs quand tu n'as pas lu Crisis. Quoi, voilà. Maintenant, c'est chose faite, je pense que la lecture serait autre. La chaise de Métron aussi avec Batman dans la chaise de Métron, tout ça, c'est des références que j'avais pas à l'époque. Ouais. Maintenant, ça changerait. Mais du coup, pour en revenir au Trône de l'Atlantide qui a été adapté dans un animé également que je vous déconseillerais de voir pour le coup parce que c'est vraiment la version low cost de ça, l'animé, tout comme le film pourrait être considéré comme la version low cost de ça. Voilà, je le dis hein, clairement. Ça, c'est ce que vous avez dans le film, mais en beaucoup plus spectaculaire et en beaucoup plus jouissif. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, les Atlantes décident de déclarer la guerre aux humains. Alors pourquoi et comment, ça je vous laisserai le découvrir. Mais ici, vous avez clairement la déclaration de guerre des Atlantes, et là, ça rigole pas. Là, on a des villes entières comme Metropolis, comme Boston, comme Gotham qui sont ensevelies sous les eaux. Et forcément, les personnages de la Justice League qui en est à ses débuts, c'est vraiment une Justice League qu'on a à ses débuts, qui sont obligés d'agir dans l'urgence, quoi. Et ça donne lieu à des planches exceptionnelles avec des villes entièrement sous la flotte. C'est ce que j'aurais voulu voir au cinéma plutôt que de voir juste des déchets remonter à la surface, quoi.
Et forcément, Arthur, qui était en pleine balance psychologique entre sa nature d'Atlante et puis sa terre d'adoption, enfin, son côté humain, va devoir faire un choix. Clairement, il va devoir choisir entre la Justice League, qu'il a déjà côtoyé quelques années auparavant, et, euh, et les Atlantes, menées par son frère Orm, Ocean Master, qui est un semblant d'extrémiste d'ultranationaliste, en très gros, quoi. Et ça, moi, tu vois, j'adore en fait cette dualité. Et c'est vraiment aussi tout ce qui. On l'a pas dit aussi ça dans le tome 1, tu vois, mais c'est aussi ça en fait qui nous fait monter depuis le début. C'est que on a vraiment l'impression que Aquaman, et j'irais même jusqu'à dire le couple Aquaman-Mera, on voit Mera qui a des problèmes avec la surface, des problèmes de code, des problèmes avec la police, tu ne devrais pas faire comme ci, comme ça. Aquaman, on a vraiment le sentiment il est évidemment pas tout à fait un Atlante, et évidemment, il n'est pas tout à fait un être humain. Et pourtant, il est les deux. Et en fait, il est aucun. Et c'est le bordel pour lui. C'est ça, parce que d'un côté, tu comprends qu'il prend plus son pied à être sous la flotte, notamment le moment où tu as tous les journalistes qui encerclent sa maison et puis il pète un câble et puis du coup il saute dans l'océan. Tu comprends que chez lui c'est la mer, voilà, il peut pas, c'est un Atlante dans sa nature, il est obligé d'être sous la flotte. Tu comprends qu'il s'y sent beaucoup mieux, mais par contre, il est très en froid avec sa population originelle, quoi. Et les humains, c'est à la fois sa patrie d'adoption, on va dire, mais aussi des journalistes qui le harcèlent. Il a aussi des ennemis parmi les humains, et donc du coup, il sait vraiment pas où il en est, quoi. Et c'est des ça gens qui est super intéressant. le critiquent, qui disent de la merde sur lui, et donc forcément, il se sent rejeté des deux côtés. Oui, exactement. Physiquement, c'est un Atlante. Intrinsèquement, dans ses veines, c'est un Atlante, il a vraiment ça en lui, et culturellement, c'est quand même plus un humain, et il a envie d'être le pont entre les deux. Sauf que là, c'est la guerre. Il est obligé de prendre ses décisions dans l'urgence, en fait. Ouais. Et avec des cliffhangers entre les épisodes, magnifique. Ouais, non, mais c'est ouf. C'est ouf, effectivement, t'as des rebondissements, t'as des révélations vis-à-vis de certains personnages qu'on révélera pas ici, évidemment, mais c'est vrai que ça tient en haleine du bout en bout. Et moi, je me rappelle de ça, c'était vraiment ce qui m'avait... Ça, c'est une lecture dont je me suis toujours souvenu, pour le coup, faite en 2017, mais dont j'avais encore parfaitement le souvenir, parce que ça a été vraiment un de mes coups de cœur à l'époque, et peut-être même ma meilleure lecture dans toute la période de Mystici réunie, quoi. Et alors évidemment, et c'est là où on va spoiler peut-être un petit peu. Donc peut-être que je mettrai un petit time code pour éviter. Voilà, style revenez là. Normalement, je suis en train de l'afficher. Revenez à ce moment-là si vous voulez vraiment pas avoir de spoil sur la fin de cet event. Mais j'ai très très envie en fait d'en parler pour ceux qui l'ont déjà lu, pour les personnes qui l'ont écrit. Est-ce que ça raconte des personnages? C'est parti, je spoil. Le dernier épisode. Jeff Jones est au scénario, mais il est aidé par quelqu'un que j'adore, Lemire. Ouais. Et Lemire, il a cette faculté, il est connu pour ça, pour savoir extrêmement bien parler de la famille, savoir extrêmement bien parler des relations entre différentes personnes et mettre des choses comme ça en valeur. Et évidemment, tout au long de cet event, on vient de le dire, on vient de l'évoquer, il y a ce tiraillement entre le côté Atlante et le côté surface, mais il y a son frangin qui est au milieu. Ils ont la même mère, ils n'ont pas été élevés ensemble, mais ils n'ont pas le même père. Il y en a un qui est 100% Atlante et l'autre qui est 50-50. Et donc, et les deux, grosso modo, sont manipulés par un tiers. Par Vulko. Hein. Et donc, forcément, c'est sur un quiproquo, c'est sur un malentendu que ça va partir en cacahuète. Et c'est là où, en quelques pages, mais c'est grandiose en fait ce qui se passe. Mais vraiment, pour de vrai, c'est ouf. Parce que Lemire et Jones, ils vont vraiment nous parler de la relation entre les deux frangins. On en a déjà parlé un petit peu avant. Là aussi, on a fait monter les enjeux avant pour arriver à ce moment de tension extrême où Arthur, il réussit à vaincre son frère Orm et il va le livrer aux autorités de la surface, à la Justice League. Il va faire enfermer son frère à la surface, alors que son frangin, lui, c'est un pur Atlante. Il ne peut pas, ça lui est insupportable. L'idée de rester à la surface, il est complètement déboussolé. Donc il y a vraiment ce problème il dégage son frère pour pouvoir maintenir la paix. Et là, et en même temps, il se proclame, il brandit son trident et je suis votre roi. Et là, donc, du coup, il fait vraiment à la fois, il se revendique comme roi et à la fois, il fait une action où, plutôt que sa famille, plutôt que d'essayer de protéger son frère, il va faire une concession
aux surfaciens pour pouvoir essayer de maintenir la paix. En quelques pages. Ouais. Il y a une construction. Moi, enfin, tu vois, j'adore, quoi. Et tous ceux qui aiment le Mir, et ben là, en fait, typiquement, vous pouvez vraiment retrouver sa patte. Et l'association des deux, je sais plus si c'était avec toi ou dans une autre vidéo qu'on évoquait le fait que Geoff Jones, il savait extrêmement bien s'entourer de bons dessinateurs et tout. Et là, putain, mais il va me chercher le Mir pour cet épisode, mais c'est bien joué, tu vois, c'est génial. Oui. Voilà, je sais pas ce que. C'est un aveu de. C'est-à-dire que le mec est quand même très, très humble finalement, parce que c'est-à-dire qu'il sait qu'il y a des parties qu'il maîtrise peut-être pas forcément, et il n'hésite pas justement, comme tu le dis, à s'entourer de personnes qui seront plus pointilleux sous certains aspects, quoi. Et ça c'est très cool, parce que c'est une forme d'humilité, quoi, clairement, quoi. Ouais. Pour faire du meilleur boulot, donc que demander plus, quoi. Et tu vois, concernant l'écriture des personnages, moi il y a un truc qui m'a beaucoup plu, c'est quand on est toujours dans le spoil ou pas là, du coup? Oui, vas-y. C'est quand Orm est enfermé donc à Belle Rive parmi les humains pour y être jugé, puisque c'est la décision d'Arthur, hein, tu as fait du mal aux humains, tu seras jugé par eux et uniquement par eux, parce qu'en Atlantide ce serait trop simple, tu as trop de partisans. Et donc de ce fait, quand il est à Belle Rive enfermé chez Amanda Waller et qu'il écoute le bruit de la pluie qui tombe dehors, et il dit à son geôlier, ça c'est la plus belle chose que vous avez à la surface, le bruit de la pluie. Et ça me fout des frissons, parce que moi je suis quelqu'un qui adore aussi la flotte, tu vois, j'adore le bruit de l'eau, ça m'apaise, tout ça, et je me retrouve parfaitement, et je comprends tout le mal-être qu'il puisse avoir enfermé loin de sa patrie, quoi. Ah ouais. Il est attachant, ce personnage, parce que il n'est pas maléfique, il n'est pas mauvais, il ne voue aucune haine injustifiée et gratuite pour son frère. D'ailleurs, il reconnaît son frère comme étant le roi, c'est juste que son frère ne veut pas prendre le trône, donc il se dit, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui aille, et c'est moi le deuxième légitime, donc je le prends le trône, puisque tu ne veux pas. Mais voilà, au début on te présente un portrait d'un monstre qui aurait tué sa mère. Voilà, on émet plein d'hypothèses au sujet d'Orm, vraiment on te le décrit comme étant un monstre, mais au final tu finis par t'y attacher, et en fait tu finis par te dire, mais est-ce que c'est pas lui le plus logique dans l'histoire, quoi. C'est pour ça que moi il m'est vachement attachant, ce personnage, parce que je comprends ses motivations, je comprends qu'il en est plein le cul des humains qui empoisonnent ses océans, qui tuent ses baleines, qui écrasent son peuple. Je comprends parfaitement ses motivations, d'autant plus que, comme tu l'as dit, ils sont manipulés tous les deux, donc ça en rajoute une couche, et c'est un personnage qui n'est pas manichéen et qui est ultra intéressant. Et est-ce que tu trouves que c'est peut-être justement, on est toujours dans la zone spoil, elle va être longue. Est-ce que tu trouves que c'est à ce moment-là justement qu'il y a une bascule dans l'esprit de Orm, et que c'est à ce moment-là et à partir de ces épisodes-là que là effectivement il devient vraiment méchant, quoi. Enfin vraiment, je trouve qu'il y a une cassure, quoi. C'est pas un salaud parce qu'il revient en aide à des humains. Ah, je trouve qu'il y a un avant, un après quand même. Ouais, pour moi justement, il est sur le chemin de la rédemption après ça, parce qu'effectivement, il commence à aider des humains ce qu'il n'aurait pas fait 2 semaines plus tôt, quoi. Oui, et en même temps, il est toujours implacable avec ses ennemis, quoi. Oui, bah ça. Je sais pas. Enfin, je trouve que c'est super intéressant. Et alors évidemment, là maintenant on va sortir de la zone spoil, parce qu'il fallait bien sortir un moment ou un autre. Le timecode il fait 15 minutes. Mais pour... Les mecs ils coupent le spoil, ils reviennent le timecode, on a de la barbe qui a poussé entre temps. On a 3 gosses, un truc. Mais on a passé un super moment. Je sais pas vous, mais nous c'était bien. Et mais ouais, enfin voilà, cet event, il est incroyable en fait sur ce que ça raconte sur les personnages et sur c'est ça aussi que j'aime beaucoup, sur le terreau, c'est sur les graines qui sont plantées, toujours voilà, sur des choses qui peuvent être mises en place beaucoup plus tard. J'aime beaucoup ça, quoi. Et voilà, après, est-ce qu'on passe au... Bah, du coup, c'est le dernier tome concernant la partie Jones. Et bah, ça va, on est pas mal, 44 minutes. Bah écoute, ouais, nickel. C'est toi ou c'est moi? Ouais, c'est toi, je crois. Vas-y. Vas-y, commence. Moi, j'ai commencé sur Trône d'Atlantide. Comment vous la faire? Le tome 4, je l'ai mis où? Je l'ai mis, tac, ici, tome 4, le tome 3 d'Aquaman, pardon. Il faut reconnaître que quand même, si vous avez pris les intégrales, c'est quand même beaucoup plus simple pour le coup. C'est plus simple. Là, tu vois, on est sur... Je peux pas dire un tome de transition, mais j'ai un petit peu, bah, tu vois, pour prendre
un parallèle. Pour moi, tu vois, dans les Green Lantern Blackest Night, on est au sommet, et tout de suite après, avec la suite, Ouais. c'est un petit peu plus compliqué parce que il y a tout de suite une nouvelle menace qui arrive, et elle n'est pas forcément mise en place depuis très très longtemps. Je Néanmoins, comprends. j'aime beaucoup, tu vois, le délire, et j'aime beaucoup ce que ça raconte sur le fait que donc Arthur vient de prendre le trône d'Atlantide, et avec toutes les responsabilités qui vont avec, et tous les emmerdes qu'il y a. Parce qu'il est toujours tiraillé, en fait, lui, entre ces deux mondes. Il se retrouve le souverain d'une population qui ne l'a pas nécessairement complètement accepté, qui a nécessairement des doutes sur lui et sur sa capacité à les défendre contre la surface, parce qu'il vient quand même de livrer son frère, l'ancien roi, aux surfaciens. Donc sa population, voilà, c'est le roi, ok, mais tu sens que c'est quand même très très compliqué. C'est d'autant plus compliqué parce qu'il est vraiment dans cette idée de faire sortir, entre guillemets, les Atlantes de leur confort, et de faire se rencontrer les deux mondes, à la surface et les Atlantes. Et eux, ils sont pas vraiment chauds. Donc il est vraiment attaqué sur sa légitimité à ce niveau-là. Et il est attaqué également sur sa légitimité sur un point de vue historique, avec l'arrivée d'un ancien roi, mais ça je te laisserai beaucoup plus le développer parce que là tu es beaucoup plus calé que moi là-dedans, où le fait qu'il accède au trône, ça réveille un ancien roi, et ça montrerait qu'il n'est pas tout à fait légitime à ce rôle-là. Et en plus de ça, tout au long en fait du truc, il y a le charognard qui arrive, une espèce de personnage qui veut prendre des trésors, des armes atlantes, et qui lui a envie d'attaquer l'Atlantide. Et voilà. Et en même temps, dans ce tome-là, on va aussi avoir une espèce d'origin story de l'Atlante, comment ils sont arrivés au fond des eaux. Et ça, c'est pour ça que j'ai plus envie de t'écouter parler en fait là-dessus, parce que toi, tu as lu d'autres origin story. Abonnez-vous à sa chaîne, allez regarder ses vidéos. Et le mec, il répète en boucle, tu vois. Mais allez-y, c'est un beau cadeau que vous vous ferez. Et en fait, tout ça, moi, ce que j'aimerais bien savoir, alors déjà, ce que tu as pensé de l'album, et, et la différence qu'il peut y avoir avec les trucs que tu as lus, toi, notamment avec Peter David. Alors déjà, c'est marrant que Attends. tu aies cité Blackest Night et le travail des Green Lantern parce que c'est exactement l'exemple que j'aurais pris aussi. Pour moi, Blackest Night, c'est bien, mais c'est de la redite après. C'est qu'il y a eu Sinestro War avant, et quand tu arrives sur Blackest Night, les enjeux sont Moi, pas tout à fait les mêmes, certes, mais je trouve que ça redégringole un peu. Quoi. moi, c'est pas là. Moi, Blackest Night, pour moi, c'est le top. Moi, c'est D'accord. après. Et c'est ce qui C'est vient après, après je ou comprends bordel. aussi. Ouais. Oui. Ouais. Mais ça m'a fait aussi le même truc où effectivement, t'as l'impression que c'est un peu plus bâclé parce que ça a moins pris son temps au niveau du développement. Ouais, t'as l'impression que ça tient pas la comparaison avec ce qui a été fait juste avant, quoi. C'est ça Ouais. le délire. Et c'est vrai que c'est peut-être un problème qui doit être assez récurrent au travail de Geoff Jones, c'est-à-dire que sur ses milieux de run, il est vachement performant et après ça a peut-être tendance à redescendre, quoi, parce qu'il a tout livré trop tôt. C'est peut-être ça son truc en fait. Si on Là, devait c'est le trouver moment défaut. où pour moi, il avait fait ce qu'il avait à faire Ouais. sur Aquaman. Je pense qu'il avait pris la série Aquaman justement parce qu'il prenait aussi Justice League et que ça lui permettait de faire cet event en tenant les deux séries. Magnifique, parce que ça a donné un truc extraordinaire. Mais après, à ce moment-là, il valait peut-être mieux couper et prendre un autre scénariste, mais pas Jeff Parker. Ouais, je pense aussi. Mais c'est surtout qu'il a implanté des choses. Il implante des choses qui ne seront pas reprises après. Bon, ça, on en reparlera quand on parlera de la période de Jeff Parker, concernant Orm, concernant le Scavenger, justement. Donc, le Scavenger, c'est le charognard. Alors, pour le coup, c'est une très bonne réutilisation de ce personnage, qui est un perso qui est très très vieux et qui était pareil, qui était très kitsch, parce qu'on dit souvent Aquaman, c'est un personnage désuet. Mais alors là, ses ennemis du Silver Age, j'ai envie de te dire, entre le pêcheur et le Scavenger, le charognard, là, quand même, tu atteins des niveaux de Je kitsch connais pas le pêcheur. absolu. Ah bah le pêcheur, c'est un mec avec une canne à pêche. C'est aussi simple que ça. Compliqué. Ouais. Et le Scavenger, pareil, le charognard, c'est un ennemi vraiment typé Silver Age, avec un gros scaphandre qui écumait les fonds marins à la recherche de trésors et d'Atlantide. Et donc là, parfaite réutilisation. Je trouve qu'il l'a complètement modernisé. Il en a fait une espèce de comment on appelle ça, de mercenaire sous-marin, quoi, sous-marinier. Ouais. Alors, est-ce qu'il bosse pour quelqu'un? Je me rappelle plus s'il travaille pour quelqu'un. Je crois pas. Je crois qu'il est en solo. Hein.
En fait, il y a le délire un peu que tu as dans les Avengers, dans la MCU, où tu as des personnages qui récupèrent de la technologie alien Oui, à la suite du premier film Avengers. non, Tu as un peu ce Atlante. délire-là. Voilà, là, pour le coup, il reprend la technologie Atlante après la guerre entre les humains et les Atlantes dans Throne of Atlantis. Et le but, c'est il écume les eaux pour ça, en fait, pour récupérer des armes Atlantes, etc., pour les revendre, quoi. C'est vraiment, c'est le scavenger. Donc, pour le coup, le personnage est vachement bien respecté, est vachement bien dépoussiéré. Et là, j'ai trouvé un gros travail à ce niveau-là. D'ailleurs, qui revient à la toute fin du run du 52. Donc, ça, pareil, j'en parlerai quand j'évoquerai la partie d'Anabnet, qui réutilise le scavenger, qui pour le coup est laissé un petit peu à l'abandon par Geoff Jones ici. On ne sait pas trop ce qui devient, c'est assez flou. Ouais. Mais sinon, ouais, j'aime beaucoup ce tiraillement toujours, c'est-à-dire que là, Arthur est assis sur son trône, mais c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Il y a des déchirures au sein de sa population. Il y a les pro-Arthur, les pro-Orm. Les pro-Orm semblent être en majorité. Il y a carrément une escouade qui se forme pour aller libérer Orm de sa prison. Cette partie-là est géniale. Ouais. Et ouais, donc c'est vraiment une fois de plus, c'est très bien pensé, c'est jamais manichéen et tu sais jamais à quoi t'attendre et ça c'est vraiment cool. Et Paul Pelletier, qu'il faut le reconnaître, est toujours de plus en plus à l'aise. Ouais. Et autant, tu vois, enfin, c'est con, enfin, je présume que c'est peut-être un peu pareil pour tous les dessinateurs. Il faut peut-être un temps d'adaptation et tout. Autant dans les premiers épisodes, c'était pas top. Autant là, je dirais Là, que quand tu ça, vois ça, tu te dis, il a pris la mesure du truc, quoi. là, je trouve que ça tient la comparaison avec Evan Harris pour le coup, ce qui n'était peut-être pas le cas effectivement Ouais. sur les épisodes précédents, mais là honnêtement, Ouais. quand tu vois l'immensité des paysages, des créatures marines, là, celle-là, elle me bluffe quoi. Et puis moi, ma préférée, c'est la couverture tout simplement que j'ai juste ici au-dessus de moi là. Franchement, c'est la nonchalance, la classe. Enfin, c'est le trône Le qui est poids, fait avec des. Le trône le qui est le trône de fer, mais fait avec des coquillages. Enfin, je trouve que c'est incroyable. Et pour moi, là, tu vois, là-dessus, sur cette couverture, il est écrasé par le poids des responsabilités. Ouais, complètement. Tu sens que, tu vois, c'est Ouais, il a lourd. affalé dans son siège. Ah ouais. Ouais. Et peut-être, je sais pas si c'est ma page préférée, mais l'arrivée de ce personnage dont tu vas certainement nous parler. Alors attends, je vois pas qui. Ah, c'est le roi mort, Atlan. Ouais. Oui, Oh, alors oui, parce que du coup, c'est pour ça que j'ai évoqué la comparaison avec Blackest Night, parce que là on a des zombies. On a le oui. roi Atlan, qui est le premier roi de l'Atlantide, qui se fait appeler le roi mort, qui s'est fait enterrer avec ces artefacts, ces 6 artefacts magiques, qui sont des objets extrêmement puissants, que recherchait justement la Ligue des Autres, donc qui était la ligue dans laquelle faisait partie Arthur quand il était adolescent. Le roi Atlante est tiré de son sommeil. Il était dans une espèce d'hibernation, il est tiré de son sommeil et il décide de revenir revendiquer le trône. Alors que la cité d'Atlantide est attaquée de tous les côtés par l'armée de mercenaires du Scavenger. Donc là, vraiment, c'est pareil. Tu arrives sur une explosion dans tous les sens. C'est incroyable. D'un côté, tu as Atlant qui arrive foutre le bordel. De l'autre, tu as Atlantide qui se fait attaquer par une armée de sous-marins. Enfin, c'est dingue, quoi. Et une fois de plus, c'est super bien dynamique. Enfin, c'est super bien rythmé. C'est ultra dynamique et tu t'ennuies pas, quoi. Et donc, oui, le roi Atlante qui emmène avec lui toute la partie origin story d'Atlantide, toute la mythologie Atlante, qui a été revisité par Geoff Jones une fois de plus pour la période du 52, qui n'est pas ma préférée, clairement pas, qui est peut-être un petit peu simplifié par rapport à ce qu'a pu faire Peter David sur les chroniques Atlantes. Mais en très gros ici, l'origine d'Atlantide, qui était donc une cité surfacienne à l'époque, très puissante, une des plus avancées de sa génération, enfin une civilisation, pas qu'une cité, une civilisation complète, un royaume qui englobait plusieurs cités, et qui petit à petit s'est ouverte au monde, à tel point que ça a divisé sa population, avec d'un côté les nationalistes renfermés sur eux-mêmes, et de l'autre les altermondialistes qui voulaient s'ouvrir au monde. Il Et a dit. forcément. Mais ça, moi je trouve que c'est super bien ce type de discours parce que ça nous ramène clair. Enfin, je veux dire, c'est intemporel, quoi. Ouais, C'est complètement. intemporel. Et moi, je comprends parfaitement les deux parties, quoi. C'est ça que c'est toujours difficile de trouver sa place parce que les deux parties sont complètement compréhensibles, quoi. Et de ce fait, le roi Atlan est clairement porté sur le monde extérieur. Il n'hésite pas à ouvrir ses portes aux populations externes, etc. Son frère, c'est Orin, je crois, dans cette origin Ah, je story-là. me rappelle plus. Je te dirais Je des crois que conneries. c'est Orin. Orin est son frère. Et Orin, lui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que lui, pour le coup, il est ultranationaliste. Et Orin fomente un coup d'État
pour prendre le trône à Atlan. Il bannit Atlan, il renferme Atlantide, il referme Atlantide. Tout ça, ça se passe bien évidemment avant qu'Atlantide ne sombre sous les eaux. Hein. Là, on est vraiment en surface. Et donc, Orin fait un coup d'état, il renverse Atlan. Atlan est banni, et lorsqu'Atlan revient... Alors, Atlan est banni dans le désert, c'est là où il se forment ces 6 artefacts extrêmement précieux, extrêmement puissants, à savoir le sceptre, qui est l'objet le plus puissant d'Atlantide, le trident que récupérera Arthur par la suite, etc., etc. Il y a un collier aussi qui permet la téléportation, il y a des bracelets de force également, enfin voilà, il y a plusieurs artefacts. Il les forge dans le désert avec des sables magiques, et lorsqu'il revient, badass vénère, il décide de clairement détruire sa propre civilisation avec le sceptre puissant. Et là, voilà, magnifique double page où tu constates la destruction d'Atlantide par son roi bienfaiteur lui-même, Atlan, qui devient le roi mort par la suite. Un découpage de carreaux brisés magnifique. Ouais, c'est très intelligent, quoi. Et ouais, bah voilà, quoi. C'est alors, il faut quand même le dire parce que tout à l'heure, on a quand même c'est pas qu'on a été méchant, mais c'est que c'est pas la meilleure partie du run de Geoff Johns, loin de là, mais quand même, hein, ça tabasse bien. Hein. Enfin, ça reste super cool. Après, moi, j'ai un souci avec cette origin story, c'est la même, grosso merdo, c'est la même que dans le film, sauf que dans le film, c'est pas Atlan qui détruit sa civilisation, elle se détruit d'elle-même parce que les Atlantes ont acquis un tel niveau de technologie qui se retourne contre eux et qui détruit la ville. Mais dans les deux cas, j'ai un problème avec cette histoire, c'est que on est d'accord que ce sont des humains, les Atlantes, à ce moment-là. Lorsque leur cité sombre sous l'eau, à quel moment ils survivent en fait? Et là, on va t'expliquer, c'est la magie. Mais moi, j'ai pas envie d'entendre ce genre d'explication, tu vois. Même dans le film Aquaman, hein, on te dit oui, il y en a qui ont survécu, il y en a qui sont morts. Pareil chez Geoff Johns, il y en a qui ont survécu, il y en a qui se sont adaptés, qui ont évolué. En l'espace d'une nuit, en l'espace de 2 heures, ils ont évolué. Et c'est là que j'ai un souci avec cette origin story. Et quand je vous dis que dans les chroniques d'Atlante de Peter David, les chroniques de l'Atlantide de Peter David, tout ça est largement mieux détaillé, largement mieux expliqué, parce que là, Atlantide, chez Peter David, lorsqu'elle sombre, c'est avec son dôme de protection. Et en fait, elle atteint les fonds océaniques, et les gens sont prisonniers dans une cité sous verre. Comme les petites boules à neige que tu as quand tu es gamin, que tu retournes, c'est pareil, tu es là-dedans, sous la flotte. Et là, il commence à évoluer parce que ça se passe sur des siècles et des siècles, quoi. C'est super long, le processus d'évolution, il est super long, jusqu'à un moment où il décide d'ouvrir les portes du royaume et de laisser entrer la flotte. Parce qu'ils ont suffisamment évolué, ils peuvent vivre dans l'eau. Et tout ça est largement mieux expliqué, beaucoup plus crédible que là où j'ai beaucoup du mal avec le fait que Atlantide sombre, les Atlantes ont survécu, ils ont retapé leur cité sous la flotte. Ils ont appelé des maçons de qualité. Ils ont tout reconstruit. Tu vois, j'ai du mal avec cette histoire-là. Je trouve que c'est simplifié. Quoi. J'espère vraiment. Parce que, évidemment, dans tes vidéos, t'as parlé de tout ce travail. Et je t'avoue que c'est vraiment précisément cet album-là. Oh, les Chroniques Atlantes, moi que j'adorerais voir en VF parce que c'est tout ce que j'aime en fait. Le côté historique, voilà, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup d'ici et j'adorerais vraiment qu'Urban passe par là et nous fasse des beaux albums Peter David, ce serait vraiment vraiment cool quoi. Au moins, à défaut d'avoir le run de Peter David parce qu'il est très long, au moins avoir les Chroniques Atlantes en VF parce que mais ça mérite son essentiel. Quoi. Je veux dire, quand tu vois des choses qui sont publiées chez Urban en essentiel et que tu n'as pas ça, alors que c'est un récit d'une qualité mais folle, où justement on prend le temps de t'expliquer tout ça. Il y a vraiment ce côté Game of Thrones, je reprends cette comparaison parce que moi ça m'a rappelé exactement la série dans la lutte du pouvoir, dans les enjeux, dans les fractures qui se créent au sein d'une même société, les retournements. Tu as des personnages auxquels tu t'attaches qui peuvent mourir mais salement d'une page sur l'autre, mis à mort par la population ou quoi, c'est ultra brutal, ça rigole pas et franchement c'est génial. Moi c'est ma lecture d'ici préférée à n'en point douter. Et là ouais en fait en très gros je trouve que ça a été un peu simplifié, un peu bâclé quoi, ce que nous propose Geoff Johns ici. Il n'y a pas la même ambition derrière. Quoi. Ouais non, il le fait pour que ça serve son histoire et cette bataille là, mais il n'y a pas, j'ai pas le sentiment qui est la même volonté que Peter David en fait il avait à l'époque. Ouais. Et puis par contre ce qui est cool c'est que dans les deux cas tu remarqueras il y a toujours cette rivalité entre frères en fait. D'un côté Arthur et Orm et de l'autre donc toujours dans le run de Geoff Johns leurs aïeux qui étaient donc Orin qui est donc l'aïeul d'Arthur et Atlan
qui étaient donc des frères et qui déjà se faisaient la guerre pour le pouvoir. Et en fait, justement, c'est ce qu'explique Peter David dans sa mythologie atlante, c'est qu'Antrégro, parce que même chez lui aussi, il y avait cette rivalité toujours entre le roi Orin, qui pour le coup s'était inversé. Le roi Orin chez Peter David, c'est le roi, le roi bénéfique à sa ville, le roi ouvert sur le monde, le roi qui veut la prospérité avant tout. Et lui est toujours confronté à son frère Chalako, qui est une espèce d'ultra-nationaliste, hardcore. Et il y a toujours cette confrontation entre deux frères. Et Peter David explique ça par le fait que c'est la mythologie atlante qui veut ça. C'est-à-dire que, entre gros, il faut qu'il y ait deux frères qui se battent pour le trône. C'est le perpétuel défi de la civilisation atlante, c'est que ce soit toujours deux frères qui se battent pour mériter le trône. Et du coup, c'est ce qu'a repris Geoff Johns pour le coup. Donc ça, c'est plutôt sympa, quoi, le petit clin d'œil. Par contre, chez Peter David, c'est inversé, puisque Orm est le fils. Là, chez Geoff Johns, ils partagent la même mère, mais pas le même père. Et chez Peter David, c'est inversé. Ils ont le même père, Atlan, qui est pour le coup non pas un roi, mais un sorcier, enfin un être surnaturel. Voilà, je résume ça comme ça va plus vite. Et donc, Arthur, sa mère, est Atlana. Et par contre, la mère d'Orm, pardon, chez Peter David, c'est une Inuit. Voilà, c'est encore autre chose. C'est une surfacienne. Mais ils ont le même père chez Peter David et chez Geoff Johns, ils ont la même mère. Eh ben écoute, je crois qu'on a fait déjà pas mal de tours de ces 3 albums Aquaman et de cet album Justice League. Très honnêtement, si vous partez sur les petits modèles en occasion, parce que vous ne pouvez plus les retrouver en librairie, j'aurais tendance à vous dire de vous arrêter là. Sincèrement. Et ouais, c'est pas la peine d'aller vraiment plus loin. Voilà. Mais bon, après, il y a des choses à dire quand même sur la partie Jeff Parker. Notamment pourquoi c'était peut-être pas aussi foufou, malgré qu'il y ait peut-être des bonnes idées aussi. Et voilà, c'était un vrai plaisir de faire cette vidéo avec toi, mais ça, tu le sais déjà. Bah, écoute, je te retourne le compliment. Et donc, il est urgent pour vous d'aller voir la suite de cette review, qui est sortie normalement le même jour, parce que si on n'est pas trop con, on a réussi à sortir ça ensemble. Si on a foiré, on est nul, hein, normalement. Normalement, le lien pour la suite est en description, et donc on va se retrouver chez Oscomics. Évidemment, comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, éventuellement nous parler d'Aquaman, de la partie Geoff Johns dans l'espace commentaire. Je sais qu'on y répondra bien évidemment, et je vous invite surtout à aller voir la chaîne de Oz pour la suite de cette review, mais pas simplement pour cette review, parce qu'il fait un travail de qualité depuis déjà extrêmement longtemps. Merci. Et puis d'aller... non, mais c'est sincère. Généralement, je dis pas de conneries sur ça. Sinon, je fais pas de vidéos avec des gens que j'aime pas. Hein. Ça n'a pas changé. Et j'ai pas le temps. En fait, la vie est trop courte pour s'emmerder avec des gens que t'aimes pas trop, ou qui t'aiment pas trop. Voilà. Et donc vraiment, allez voir le travail d'Oz. Le lien est donc forcément en description. Abonnez-vous et voilà. Et envoyez-nous un petit peu j'allais dire comme les vrais youtubeurs, hein, envoyez-nous un peu de force pour le travail qu'on vient de réaliser. Et on se dit à tout de suite chez Oscomics. Salut. Salut tout le monde.